Alors, OCSL, Octree Specialty Lending Corporation. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, je constate ici déjà que nous avons une entité qui verse un gros dividende. OK. Je vois ici que c'est Capital Market Financial. Donc, je pense qu'on a peut-être ici un BDC. Ce type d'entreprise a tendance à verser de gros dividendes ici. Mais c'est une entité financière, donc elle prête de l'argent. Et quand on prête de l'argent, les taux d'intérêt élevés, c'est très très bien, n'est-ce pas? Mais alors, n'oubliez pas une chose, les personnes à qui on prête cet argent-là peuvent également être devenues de moins en moins solvables. Donc, si tu as une entité qui a un business principal ici, dont le business principal, c'est prêter de l'argent, ok, et c'est rémunéré ici sur la différence entre le taux, sur la différence ici entre ces taux d'intérêt-là, donc le taux auquel on achète l'argent, le taux auquel on vend cet argent-là, si on peut le dire comme ça. Faites attention ici au taux de défaut. Et sur Octree, c'est quelque chose que tu vas aller rechercher si elle t'intéresse. Parce qu'en fait, ce n'est pas le dividende qui va m'intéresser ici. C'est avant tout, ce business va avoir tendance à s'évaluer comme ça. On va regarder l'évolution des actifs tangibles nets par action. Parce que si on fait de l'argent avec l'argent, techniquement, si on fait beaucoup d'argent aujourd'hui, on aura tendance ici à prêter de plus en plus d'argent. Vous voyez, ça grossit le portefeuille et ça nous permet d'avoir des intérêts de plus en plus élevés. À qui également est-ce qu'on prête de l'argent? Est-ce qu'on prête de l'argent au secteur de l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau? Est-ce que c'est le segment ici des softwares? Est-ce que ce sont des startups? Quel type de startup? Quel est le taux de défaut? Quelle est à peu près la note ici chez Moody's ou bien sur Standard & Poor's pour ces différentes entités-là? Le credit rating pour ces différentes entités. Et d'ailleurs, quel est également le credit rating ici pour OCSL? Ce sont des choses qui sont des questions qu'on devrait se poser. Quand je vois ici NR, ça veut dire ici, NR, généralement, c'est qu'il n'y a pas de rating disponible pour cette compagnie. Ça veut également dire que c'est peut-être pas joli à voir, mais attention, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de rating ici, non disponible. Et j'espère que c'est ça, hein. Credit rating, NR. On va aller vérifier. On va vérifier. Ça veut dire quoi encore ça? What is NR mean? NR indicate that the rating has not been assigned. OK, donc il n'y en a pas de disponible pour cette compagnie. OK. Donc, même si on a déjà donné comment est-ce qu'on va évaluer cette compagnie, regardons quand même l'évolution du revenu. Croissance exponentielle. Et les dates sont importantes. Quand une entreprise, pareil, commence à avoir des revenus de plus en plus élevés, posez-vous toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt baissent depuis plusieurs années, mais pourquoi subitement vous commencez à avoir des bénéfices nets des revenus de plus en plus élevés? Est-ce que ces revenus-là, est-ce qu'on a des bénéfices nets donc de plus en plus élevés ici? Non, c'est plutôt en dents de scie. Et rappelez-vous d'une chose, sur les compagnies financières, en tout cas celles qui prêtent, qui achètent et vendent de l'argent, il ne faut pas regarder les free cash flow, regardez les bénéfices nets. D'accord? Regardez les bénéfices nets. Et ici, quand on prend les bénéfices nets normalisés, on a à peu près également la même tendance, diminution des bénéfices nets jusqu'à peu près atteindre un plateau entre 2017 et 2020 ici aux alentours de 40 millions. Et subitement, à partir de 2021, on commence à avoir 3 fois les revenus qu'on avait d'habitude ici. J'aime souvent également regarder si on a fait des acquisitions. Non, je ne vois pas d'acquisition. Est-ce que les actifs tangibles nets donc par action ont augmenté avec le temps? On constate également ici qu'on a une augmentation des actifs tangibles. Ils sont presque doublés d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont doublé? Est-ce que le cash qu'on gagne ici, on le met de plus en plus au travail? C'est la question que je me pose. Mais quand je regarde ce business-ci du point de vue dividende, je me rends compte qu'elle distribue la totalité de ce qu'elle gagne en dividende. Et là, je commence à m'inquiéter. Comment est-ce qu'elle fait pour Comment est-ce qu'elle fait pour à peu près lever du capital? Parce qu'elle a besoin de capital pour prêter de l'argent. On constate quoi? Émission du nombre d'actions. Donc le dividende donc, est peut-être un piège ici. D'accord? Et ça réduit mes bénéfices nets par action. Tant mieux. Ça ne dérange pas tant que les bénéfices nets en termes de volume augmentent.
Mais dès le moment où il commence à stagner et que mes bénéfices et que mon nombre d'actions augmente, c'est pas beau à voir. Pour vous dire simple, l'évaluation ici va dépendre du tangible book value. D'accord? Les actifs tangibles nets. Et encore, quand on prend les actifs tangibles nets par action, il faut vérifier à peu près en date d'aujourd'hui. Vous constatez que les actifs tangibles nets par action en moyenne sont de 20, on a à peu près 19 $ l'action. Donc, malgré le fait que le book value est doublé, d'accord, le nombre d'actions ici également a eu tendance à avoir un effet négatif sur cette valorisation-ci, tout simplement parce que ça a permis, malgré le fait que le book value est doublé ici, le bénéfice net, le revenu, le book value, le tangible book value par action est plutôt resté stable. On n'aime pas ça. On n'aime clairement pas ça. Et vous pouvez voir ici que entre cette année-ci et cette année, il avait tendance à diminuer. Il est plutôt resté stable sur les dernières années ici. Donc, quand il reste stable, on remarque plutôt que le book value n'augmente plus en termes de volume ici. Et quand il commence également et quand le nombre d'actions commence à augmenter à nouveau, on constate que le book value augmente de plus en plus. Mais en termes de book value book value par action, on a plutôt une stabilité. Or, on aimerait avoir le moins d'actions possible pour que ce book value-là par action puisse augmenter année après année. Et vu que c'est une entité financière, elle fait de l'argent avec de l'argent, il faut généralement regarder également le return on equity, qui doit être aux alentours de 10 et plus pour ce type d'entité. Or, le ROE ici doit être reconstruit également parce qu'on a pris également ici le return, on a pris également ici en termes de numérateur, on a pris à peu près les bénéfices nets. Or, il faut ajuster les bénéfices nets ici. OK, donc c'est peut-être pas, ça ne donne peut-être pas ici la véritable rentabilité de ce business-ci, mais en termes, quand je dis rentabilité, c'est pas la rentabilité, OCSL, voilà. Net margin, quand je regarde ça, return on equity, c'est ça. Il est plutôt nul. Et quand on voit ça, faut faire attention. Cette plateforme ici a tendance à donner les bonnes informations par rapport aux entités, aux entités ici financières. OK? Donc, ce n'est peut-être pas le type d'entreprise qu'on recherche. Ça ne veut pas dire qu'elle est surévaluée, hein, mais ça veut dire en termes d'utilisation ici des actifs, ça m'inquiète un tout petit peu. OK? Donc, ça veut dire que pour le 1 milliard 500 qu'on a présentement un tangible book value en question, on va peut-être générer, c'est pas moi, 15 millions en supplément. Et quand je prends le bénéfice net ici ajusté, quel est le montant que je devrais prendre? Est-ce que je dois prendre 114 millions ou bien 40 millions? Je n'en sais rien. Donc, avant de répondre à cette question, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a eu cette variation-ci. Si on vous dit que c'est parce que les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, dites-vous que ça va avoir tendance à revenir un tout petit peu sur terre. Hein. Et la seule métrique sur laquelle je peux me baser, c'est peut-être ici le book value, qui est déjà plutôt à 19 en date d'aujourd'hui. Donc, on ne surpaye pas. Et quand je prends ceci, prenons peut-être une médiane ici. Une médiane. Sur les 10 dernières années, on constate que on peut rapporter à peu près du 67 millions. Or, nous rappelez-vous que pendant à peu près 5 ans, on était aux alentours de 42 millions. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué à pouvoir... si je prends le 67 millions en question, à 10 fois les bénéfices, on sera à 670 millions. OK? Donc, je ne voudrais pas payer plus de 10 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Je pense même que, pour faire simple, vous l'évaluez uniquement par rapport à son book value ici. Et privilégier les entités ici qui ont tendance ici à avoir un PER ratio en dessous de 80% ici. C'est un BDC, certes, peut-être par rapport à sa structure, là, l'obligation de verser un certain pourcentage ici en dividende, mais il faut donc aller vérifier par rapport à la nature de cette activité-là, quel est le dividende requis ici? Est-ce que c'est obligatoire de verser le 90% ou 80%? Donc, vous voyez également qu'on a un certain niveau d'endettement ici. OK? Même si on ne l'a pas mentionné, on a de la dette dans ce business-ci. Donc, ça va nous mettre un tout petit peu mal à l'aise à long terme. Et dites-vous également une chose. Le but quand on investit sur une compagnie qui verse des dividendes, ce n'est pas de prendre une entité ici qui verse des gros dividendes ici le plus rapidement possible. Non.
c'est de prendre ici une entité qui pourrait vous reverser des dividendes de plus en plus élevés sur une longue période de temps. Avec un sous-jacent ici solide. Donc, sous-jacent parlant, on parle ici de la stabilité du business en lui-même. Et sur cette compagnie-ci, franchement, évitez-vous les maux de tête. Ce type d'entité-là, déjà, quantitativement, ça ne s'analyse pas. Je pense que ça, c'est même un gros raccourci parce que ce genre de business, on prend directement les rapports financiers. Et je vous ai donné un ensemble d'informations à aller regarder dès le début. Mais ce n'est surtout pas le dividende ici qui va m'intéresser. Et arrêtez de regarder les entreprises par rapport au dividende. Gros dividende égale gros problème. N'oubliez jamais ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura toujours gros problème ici. Mais dites-vous déjà dès la base que gros dividende égale gros problème. Donc quand j'ai gros dividende face à moi, je dois me poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le marché voit que je ne vois pas? Et si vous arrivez à trouver ce que le marché voit ici, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est justifié? OK? Donc, sur ce type d'entité, mon avis simple, c'est éviter littéralement. D'accord? Il faut éviter ce type d'entité-là. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Merci.